J'en peux plus de mentir à ma femme. J'explose en sanglots. Et elle revient, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « Je suis désolé du mal que je vais te faire, ça fait 4 mois que je suis tombé amoureux d'un homme. » Comme ça, de but en blanc. Comme ça. Moi, je vivais une très belle histoire, ok. Mais ce qu'elle a pris dans la gueule, par ma faute, ça ne devrait pas exister. On n'a pas le mode d'emploi. Et moi, je pleure. Je pleure parce que je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'ai même pas la sensation de tromper ma femme, en fait. Non, mais je te rassure, je suis pas homo, ni hétéro, ni même bi. Cet amour est tellement beau que c'est pas possible de ne pas le crier au monde, quoi. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai été marié pendant 10 ans à Delphine, qui m'a fait 3 beaux enfants. C'était la femme de ma vie. Et puis un jour, coup de foudre pour un homme. Et contre toute attente, ma femme m'a fait une impensable proposition. Je vous raconte tout ça sur Legend. Bonjour Laurent. Bonjour Lola. Très ravie de faire cette interview. On va revenir un peu sur ton enfance. Merci de m'accueillir. Comment tu décrirais ton enfance? Je suis le dernier de 5 enfants. Notre père est préfet. Il va faire plus de 40 ans dans ce métier. Et évidemment, les enfants de préfet, ils vivent dans des grandes maisons avec du personnel. C'est une vie un peu particulière, assez privilégiée. Mais on déménage tous les 2-3 ans. Et moi, je suis le petit dernier. Je suis un peu turbulent. Je crois que je réclame de l'attention, en fait, très jeune. Et je suis un peu l'affreux Jojo des préfectures. Mais bon, a priori attachant quand même, parce que j'ai quand même laissé quelques bons souvenirs ici ou là. Donc c'est vrai que c'est une vie à la fois privilégiée, parce qu'on vit dans des grandes préfectures avec du personnel. Moi j'avais un chauffeur qui m'emmenait à l'école, il y avait un cuisinier, il y avait des jardiniers, c'était un truc de dingue. Mais en même temps, je voyais jamais mon père, on n'était jamais chez nous, j'avais pas le droit de mettre un poster dans les chambres Napoléon III dans lesquelles on était. Et on pouvait déménager en plein cours d'année, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et tes parents étaient plutôt sévères avec toi? Éducation assez classique, stricte, milieu plutôt bourgeois, de province, mais voilà, un peu belge et de Lorraine, et catholique. Donc voilà. Et adolescente, tu étais attirée par les femmes, par les hommes? Alors, à l'adolescence, il se passe un truc assez terrible, assez traumatisant pour moi, à la faveur à l'occasion d'un rendez-vous chez un médecin où ma mère m'accompagne, j'ai 15 ans, et là, on tombe sur un type épouvantable qui va être mon bourreau. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 10-15 minutes, mais en 10-15 minutes, il a eu le temps d'une litanie de difformités et de choses qui n'allaient pas, où j'étais pas fini, quoi. Rien n'allait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon poids, ma pilosité, mes testicules, j'aurais pas d'enfant plus tard, j'étais pas un homme, quoi. Et tout ça exposé devant ma mère, et quand je te dis exposé, c'est exposé slip baissé. C'est un médecin généraliste? C'est un médecin pédiatre qui a été mon bourreau. Et ce type-là, en 10 minutes, il a explosé ma vie, quoi. Mais il t'a dit quoi? T'as des phrases qui il m'a dit que j'étais pas un homme, que j'étais trop gros, que j'étais mal fichu, que enfin ça a été vraiment un trauma. D'autant plus qu'en sortant de là, ma mère a transmis le dossier à mon père, qui s'est emparé de la situation avec une certaine autorité, qui m'a harcelé pendant assez longtemps pour savoir si ma croissance était faite ou pas. Parce que le médecin disait que tu avais un retard de croissance. Retard de croissance. Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave en soi. Ce qui est fou, c'est que c'est un âge où on ne doit pas emmerder les garçons avec tout ça. Et moi, non seulement on m'a emmerdé, mais on m'a harcelé. Mon père, ça a été terrifiant. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, ça explique, ça crée un socle, un terreau, en fait, sur une adolescence très blessée, très tourmentée, où j'ai l'impression de ne pas être normal, de ne pas être comme mes copains. Et je compense avec un peu d'humour, mais je suis un écorché vif. Alors, entre 15 et 20 ans, alors il y a des petites copines, mais c'est vrai que je regarde des garçons mieux foutus que moi en les enviant, en me disant « qu'est-ce que j'aimerais être comme lui ?» Ce qu'on ne m'a pas permis de devenir à 15 ans, moi, je finis par le fantasmer sur des garçons qui n'ont pas subi ce traumatisme-là, quoi. Donc, tu étais attiré par les filles, quand même, tu dirais? J'étais évidemment attiré par les filles.
séducteurs à ma façon, je les faisais beaucoup rire. Et j'étais un écorché vif, donc c'est parfait pour des filles à cet âge-là. C'est très séduisant, il me semble. Donc voilà. Pas attiré par les garçons, mais attiré par ce qu'ils dégagent. Par ce qu'ils représentent. Attiré par la masculinité, la virilité qu'on n'a pas reconnue en moi. On va parler de Delphine maintenant. Oui. Ça va être la femme de ta vie. Delphine, on se croise dans une boîte très courue à l'époque, assez branchée pour des gens un peu comme moi, on va dire. Ça s'appelle Castel. Et t'es hyper fier d'être chez Castel quand t'as 20 ans. C'est assez chic, c'est un vieux club dans le 6e, ça. Et il est tard déjà, j'ai un peu picolé. À l'époque, je buvais des Cuba Libre avec du Bacardi et tout. Et j'en ai bu beaucoup. Et on me présente une très jolie jeune femme. Elle a un magnifique visage. Elle ressemble un peu à l'actrice Carole Bouquet. De la personnalité dans la mâchoire, des très beaux yeux, grands cheveux comme ça. Elle est grande, elle doit faire au moins 1m75, 76. Et la première chose que je lui dis, « T'as de gros seins, toi !» Voilà, c'est la première phrase que j'ai prononcée. Habile. Que j'ai dite à celle qui allait devenir, 8 ans plus tard, ma femme et la mère de mes 3 enfants. Mais alors au début, vous êtes plus amis qu'amoureux. Ça a mis longtemps avant de s'installer. Ouais. Oui, on se revoit 1 mois après. Ce comportement de gougnafier absolument lamentable. Et elle transforme l'incident en anecdote. C'est-à-dire que ça la fait rire. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, sans doute que cette fille s'est dit qu'avec moi, elle souffrirait peut-être, mais elle ne s'ennuierait jamais. Et ce qui a été le cas. Donc voilà, l'incident de la boîte de nuit est vraiment derrière nous et on se retrouve en week-end avec des copains. Et là, c'est un vrai coup de cœur. On a plein de passions en commun, notamment la musique. On refait le monde ensemble. Je la fais rigoler dans les supermarchés en jouant avec des caddies et à faire du surf, etc. Et j'ai trouvé un bon public et elle me regarde avec déjà une attente, certainement. Je pense qu'elle m'a choisi. Elle m'a choisi peut-être même dans cette boîte de nuit, ce qui est fou, quoi. Et malgré mon comportement lamentable. Est-ce qu'elle, dès le début, elle t'avait un peu dans la peau? C'est ce qu'on a l'impression, en tout cas, dans ton livre. Complètement dans la peau. Dès le début, elle te veut et elle veut que tu sois l'homme de sa vie. Je pense qu'elle m'a choisi en disant, ce garçon sera mon mari et le père de mes enfants. Et elle n'en a pas démordu pendant des années. Oui. C'est-à-dire, elle a une force de conviction absolument incroyable, qui confirme la loi de l'attraction. C'est-à-dire, nous sommes le résultat de nos pensées. Elle a pensé que je serais the good guy. Alors évidemment, moi, pendant toutes ces années-là, je sens bien qu'elle m'espère à un endroit qui n'est pas tout à fait le même pour moi. Tu la vois comme une amie? Je la vois comme une amie, comme une confidente. On passe beaucoup de temps ensemble. Elle a quand même déjà un statut à part. Elle est spéciale. Elle n'est pas tout à fait comme une amie. Elle n'est pas tout à fait comme une petite amie. C'est particulier, ça c'est certain. C'est particulier comme l'histoire que nous devions écrire ensemble. C'est-à-dire que ça n'a jamais ressemblé au conventionnel. Dès notre rencontre, on n'a pas fait comme les autres. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on se dit quand on se marie. Et on a connu les deux. Et au bout de 6 ans, vous allez vous mettre en couple? Au bout de 6 ans, j'ai commencé le théâtre, je suis au cours Florent, je m'éclate, ma vie a du sens, je bouffe du théâtre matin, midi et soir, j'ai plein de copains là-bas, on monte sur scène, on apprend des textes, on lit des grands textes du répertoire, on va voir des spectacles. L'apprenti comédien, c'est une expérience immersive, c'est-à-dire vraiment l'école Florent, on était hyper fiers en plus, voilà, super bon prof. Et là, je suis très heureux. Et Delphine, qui me regarde avec les yeux de chimène, je me dis, mais c'est un cœur d'or sur un plateau d'argent, cette fille. Je ne peux pas passer à côté. Quand je commence à jouer au théâtre, engagé par mes professeurs à l'extérieur de l'école, ce qui était très encourageant pour moi, donc mes professeurs deviennent mes premiers employeurs en 2e et en 3e année. Christian Crozet, Raymond Aquaviva, extraordinaire, je leur dois beaucoup. Et Delphine est là, elle est là tous les soirs. Elle envoie des flyers à tout notre entourage, par la poste à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'internet, et pour que les gens viennent me voir. Elle est ma directrice des relations publiques, et elle est le repos de l'artiste.
Donc c'est vrai qu'il y a une évidence à un moment. C'est-à-dire que ça s'apparente à un amour de raison, mais je sens à ce moment-là que j'ai raison de croire en notre amour. Ça n'a pas été un flash, ça n'a pas été comme ça pour moi, mais cette femme est trop gentille, trop aimante, trop maternante. Et elle est fantastique parce qu'elle accompagne en plus ma vocation de comédien. Je ne peux pas passer à côté. Donc je tombe fou amoureux. Donc vous allez finir par vous mettre ensemble. Vous allez même vous fiancer avant d'avoir des enfants. Oui, j'annonce nos fiançailles. Elle n'est même pas au courant. Et c'est une surprise pour tout le monde. Mais c'est-à-dire que moi, quand je crois en quelque chose, à un moment, j'y vais, quoi. Et on va rester fiancés pendant 2 ans. Et 2 ans se passent encore avant l'arrivée de notre première fille. Donc il se passe 4 ans où on est un jeune couple très amoureux, où j'ai Delphine pour moi tout seul. Et c'est le début de notre histoire d'amour qui est formidable. Et comment ça se passe dans votre couple à tous les niveaux, hein? Ça se passe très bien. Moi, je n'ai pas à l'époque conscience de comment dirais-je. C'est pas que je me raconte une histoire, c'est pas un simulacre. J'épouse cette femme en conscience, je suis amoureux d'elle, j'aime lui faire l'amour, on passe beaucoup de temps ensemble, on rigole ensemble, on a une vraie complicité. Je me pose pas la question de mon bonheur parce que ma vie y ressemble tellement. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je suis dans la vie qu'on attendait de moi. Attention, personne m'a mis un pistolet sur la tempe. Moi, j'ai épousé Delphine vraiment en conscience. Mais, avec le recul, je me rends compte que j'ai voulu faire comme mes grands frères avant moi, comme mon père avant moi, et le père de mon père. C'est-à-dire, on se marie, on fait des enfants, et on marche droit, quoi. On est dans les clous. Alors, ça convient à plein de monde, et tant mieux, mais probablement que pour moi, il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait dans son axe, dans sa vérité intérieure. Voilà. Et à cette période, tu vas quand même être attiré par 2 garçons. Tu peux me raconter? Pendant nos fiançailles, il y a 2 épisodes que je n'ai pas racontés à ma fiancée, à Delphine, pour ne pas l'inquiéter. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand j'ai écrit mon livre et que tous ces souvenirs, voilà, se sont organisés sur mes pages, je me suis dit, c'est quand même pas anodin ce qui est arrivé. 2 garçons qui sont journalistes et qui viennent voir mes premières pièces, qui viennent voir même la première pièce dans laquelle je joue. Je fais l'objet d'articles, ce qui est tellement encourageant pour un jeune comédien, c'est absolument extraordinaire, et de compliments et de critiques plutôt très positives. Et puis, voilà, il y a une rencontre aussi avec ces journalistes. Je comprends que... Enfin, alors, c'est 2 expériences différentes, hein, mais l'un comme l'autre sont gays, ne sont pas insensibles aux jeunes comédiens que je suis, même s'ils sont d'abord là pour venir voir la pièce et en faire un article. Je ne leur dis pas que je suis fiancé, je veux garder leur intérêt pour moi, et j'ai pas de scrupules avec ça. Et c'est vrai que je sens être l'objet de désir, et notamment d'un des 2 qui attend un soir en me ramenant à ma voiture que je l'embrasse. Et ce que je ne fais pas. Mais ça me trouble énormément. Je vais mettre un quart d'heure dans ma voiture avant de reprendre mes esprits en me disant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que c'est la peur de l'interdit? Est-ce que c'est la peur d'aimer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fiancé avec une femme que j'aime, je vais l'épouser. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis comme ça et c'est pas évident. » Je me suis dit que c'est fou comme on peut changer le cours d'une vie en une nanoseconde. Si j'avais embrassé ce mec, que serait-il passé? Sans faire de psychanalyse de comptoir, d'être l'objet de désir par des hommes, c'est probablement le regard que je n'ai jamais eu de mon père. Et c'est aussi à mettre en corrélation avec cet épisode très traumatique de ce salopard de médecin qui m'a humilié devant ma mère. Tout à coup, tu te sens désirable dans le regard d'un homme, ce qui n'était pas le cas avec ce médecin et qui n'était pas toujours avec mon père. Donc probablement que ça vient peut-être expliquer un truc qui tourne autour de la réparation. C'était la première fois que tu te faisais draguer par un homme? Oui, dans ces circonstances-là, ouais. Et dans la rue, des fois, même si on est en couple, on est marié, on peut avoir regardé d'autres personnes. Toi, quand tu étais avec Delphine, tu regardais plus les femmes, les hommes? Tu étais attiré que par les femmes? Je regardais les femmes parce que j'ai toujours aimé les femmes, et j'aime toujours les femmes.
mais j'enviais certains hommes d'être plus baraqués que moi, plus virils que moi. Et j'enviais certains dans leur esthétique pour être beaux mecs. Et mon Dieu, qu'est-ce que je voulais leur ressembler. Il y a un peu de ça. Ça veut pas dire que je veux les consommer, mais je voudrais leur ressembler. Alors après, avec Delphine, vous allez avoir 2 filles, puis un garçon. Ouais. Et c'est à la naissance du petit que Ouais. tu vas avoir un peu un déclic. On a 3 enfants en moins de 4 ans, donc ça change un peu le paradigme de la vie. Et c'est vrai que c'est à la naissance de mon fils qu'il se passe un phénomène. C'est que mon attirance pour les garçons se fait un peu plus présente. À l'époque, je vois une psy qui m'explique que quand on devient père d'un petit garçon, c'est très inconscient tout ça, bien entendu, mais quand on devient père d'un petit garçon, à un moment, on se pose la question du modèle masculin que l'on va être pour cet homme en devenir. Quel homme suis-je ? Quelle référence suis-je pour ce petit garçon ? Et l'image du père que je vais lui renvoyer, et de l'homme. Et c'est vrai que ça commence à me retravailler. Alors ça m'empêche pas de dormir, c'est pas obsessionnel, ça me rend pas malade, mais quand je vais sur Internet pour un petit moment d'intimité, on va dire, à l'époque, j'y vais peut-être plus pour voir des mecs que voir des filles. Moi, j'en ai une à la maison qui est magnifique, j'ai pas besoin d'aller voir d'autres femmes. Ce que j'ai besoin d'aller chercher, ça se joue ailleurs, justement. Donc tu regardes du contenu homosexuel, on va dire. Ouais, c'est pas tellement de la pornographie, c'est pas tellement de la sexualité que je regarde, c'est plutôt des mecs bien foutus. C'est des mecs qui ont des pecs, des épaules, des biceps, tu sais, qui sont torse-poil sur une plage, dans un petit maillot sympa, et je me dis, waouh, le mec, c'est une statue grecque, quoi. Alors que pendant vraiment plusieurs années, en me mariant, etc., tout ça, c'était vraiment parfaitement apaisé, calmé. Ma femme me regardait avec tellement d'amour que dans ses yeux, j'étais parfaitement constitué. Ce traumatisme de médecin était loin derrière. Et j'ai pu avoir des enfants, ce dont ce salopard m'a fait douter à l'époque. Donc tout allait bien. On avait du plaisir ensemble et à être ensemble, voilà. Mais c'est vrai que mon petit garçon, tout à coup, je sais pas, ça réveille un truc, ma psy me l'explique, et donc il y a une attirance. Il y a une attirance pour des garçons mieux foutus que moi, mais encore une fois, une attirance plutôt de vouloir leur ressembler, que c'est pas des proies pour moi, c'est plutôt des modèles. Oui, tu t'étais jamais imaginé devenir homosexuel ou mais non, avec un homme. Mais même rien que le mot, si tu veux, j'ai fait un seul enseigne il y a quelques années dans lequel je répondais à un personnage imaginaire en disant « Mais je te rassure, je suis pas homo, ni hétéro, ni même bi. Je suis sexuel. Je suis vivant, quoi. C'est-à-dire, moi, je crois à l'incarnation et à l'âme. Donc, aujourd'hui... je vis ça, mais ça n'empêchera pas peut-être de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre plus tard. Mais à l'époque, avec Delphine, tu te considérais hétérosexuel, tu disais comme tes frères, comme ton père, même si tu avais cette attirance-là, pour toi... Alors... T'allais jamais passer le cap avec un garçon ou tu te disais peut-être... J'ai eu quelques expériences. J'ai eu quelques expériences sensorielles. On me disait à l'époque, pour ne pas mourir idiot, parce que j'ai été pensionnaire, parce que j'étais dans des univers de garçons, parce que j'étais curieux et que j'étais aventurier. Et peut-être parce que je trouvais auprès d'eux, ouais, une espèce de truc un peu plus facile qu'avec les filles. J'avais très peur de draguer des filles, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. Avec les garçons, c'était... Voilà. Mais bon, ça n'a jamais été ni des histoires sentimentales, ni des trucs très sophistiqués. C'était des expériences de l'éveil sensoriel, comme on peut l'avoir entre 15 et 20 ans, on va dire. T'as plein d'hommes hétérosexuels qui n'ont jamais testé avec des garçons. Toi, déjà, quand même, à l'adolescence, moi, j'ai testé. J'ai testé. Je suis content d'avoir testé. Plus jeune, je collectionnais des images. Et il y avait beaucoup de filles et un peu de mecs, déjà. Donc j'étais... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est bisexuel ? Pour moi, ça ne se joue pas du tout. Ça ne résonne pas au même endroit, ni de mon cœur, ni de mon corps, ni de rien. Je pense que c'est deux énergies très différentes. Mais c'est certain que j'avais une part féminine plus ou moins assumée,
que j'étais, comme on disait à l'époque, assez métrosexuel. Ça veut dire que je prenais soin de moi. Alors, est-ce que le fait de mettre des crèmes, d'aller chez le coiffeur et d'essayer de prendre soin de son corps, est-ce que ça faisait de moi un homosexuel en puissance? J'espère que non. Delphine, tu l'avais mise au courant de tes expériences passées avec les garçons? Ou je pense qu'elle ne m'a pas choisi par hasard, Delphine. Elle m'a dit un jour, de toute façon, j'aurais jamais épousé un rugbyman. Je crois que ce qu'elle aimait aussi, c'était cette part féminine que j'avais, cette minceur, cette sensibilité, on va dire. Et alors, à un moment, quand le petit va avoir quelques mois, un soir, tu vas avoir envie de te rendre dans un spa gay. C'est mignon, c'est pas un spa, c'est un sauna. Un sauna. Ah oui, c'est un sauna, oui. Non, mais ça, c'est très, très drôle, parce que tous les gays dans les grandes villes connaissent les saunas gays. J'aime bien l'idée du soin, du spa, un truc un peu thalasso. Sauna, pardon. Le sauna gay, malheureusement, c'est pas aussi chaleureux. Je dois dire que ma première visite, effectivement, ma première errance, un soir, après la pièce de théâtre que je jouais, j'ai pris mon courage à deux mains et je voulais aller voir ce qui s'y passait. Pourquoi probablement que c'était lié à cette attirance qui me travaillait un petit peu. Mais bon, entre collectionner quelques photos, regarder quelques mecs dans la rue, et puis tout à coup se retrouver dans un cadre où tu peux carrément en rencontrer un de manière assez intime, il y a vraiment un gap que j'avais assez peur de passer. Peut-être de peur d'aimer ça, je ne sais pas, mais surtout que j'étais un homme marié, fidèle à sa femme et à certaines convictions encore à l'époque. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu arrives dans ce sauna gay? Alors, c'est d'abord on fait l'état des lieux, qui est un endroit triste, froid, assez sordide, où les quelques ombres que je croise sont aussi esselées que moi. Il n'y a pas de sourire, c'est pas chaleureux du tout, hein. Et je vois dans la tristesse de ces garçons ma propre solitude par rapport à ces réflexions, on va dire. Alors après, l'endroit, il y a des attractions pour pouvoir s'y amuser, s'y suspendre, prendre des douches dans le noir, mettre son affaire dans un trou, ça s'appelle un glory hole. Enfin, moi, je découvre tout ça. C'est le Disneyland du sexe, si tu veux. Le sling, tu vois, où tu peux être allongé, etc. Et il y a heureusement très peu de monde ce soir-là. Mais mon imagination fait le travail pour me dire que les soirs d'affluence, ça doit être pop-it-up, quoi. Parce que tu as beaucoup de cabines avec des petites banquettes en sky, un distributeur de gel, de capote, un miroir. Bon, et voilà. Je pense que les soirs d'affluence, c'est un endroit où les mecs viennent s'encanailler. Mais toi, tu trouves pas d'homme ce soir-là? Je trouve pas d'homme. Il y a un gros mec avec une moustache qui me fait un grand sourire. C'est le seul souvenir que j'ai, mais je repars chez moi, donc je rentre chez ma femme très triste, en fait, en me disant, bah dis donc, enfin, c'est certainement pas dans cet endroit-là que je vais me réconforter de quoi que ce soit. Mais c'est quand même pas ce que font normalement les hommes hétéros, d'aller dans un sauna gay. Eh bien, figure-toi que j'y suis retourné, évidemment, après. J'y suis retourné régulièrement et j'y ai croisé beaucoup d'hommes hétéros et beaucoup d'hommes mariés. Ce qui n'est en rien une excuse, hein, ou un alibi. Hein, voilà, moi j'assume. J'ai trompé à l'époque ma femme avec quelques hommes dans ces endroits-là. Mais enfin, il faut s'entendre sur ce qu'est la tromperie, quoi. C'est tellement mécanique et tellement triste qu'on pourrait presque en rire si c'était pas à pleurer, quoi. Parce que deux mecs qui se rencontrent dans ce genre de lieu, franchement, c'est presque une parodie, quoi. C'est un peu moyen. Je pense qu'ils ont tous besoin d'amour et ils viennent là pour y chercher autre chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise raison, mais ce n'est pas des lieux d'une très grande vibration. Voilà. Et tu le dis à Delphine que tu vas dans le sauna gay? Non, je ne dis certainement pas à ma femme que je vais dans ces endroits-là. Je ne veux pas l'inquiéter. Et puis, c'est un coup de canif au contrat, quand même. Et alors, un soir, Delphine n'est pas là. Et avec ton beau-frère, donc le frère de ta femme, tu vas partir en soirée. Et tu vas avoir un coup de foudre. Oui, je suis resté à Paris parce que je joue au théâtre. Femme et enfants sont partis en vacances et on décide avec une bande de copains de sortir en boîte. Et dans la bande de copains, il y a mon beau-frère, Stanislas. Et
Et c'est lui qui va me présenter un garçon qui s'appelle Sam, que je n'ai jamais vu de ma vie. Et là, mon cœur s'arrête ou mon cœur s'emballe. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie. Et on m'a dit, mais vous ne pouviez pas vous contenir, vous ne pouviez pas faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je dis, mais essayez d'arrêter un TGV avec les dents. Pourquoi? Parce qu'à peine vous vous rencontrez... Mais c'est-à-dire que je vois ce garçon, plus rien d'autre n'existe autour de lui, je vais le voir, je le connais pas, hein. Je lui ai même pas dit bonsoir, je lui ai dit dans les yeux, tu sais que toi et moi, on va finir ensemble. T'avais bu? Et j'avais pas... Non, on venait d'arriver. Enfin, ouais, depuis une demi-heure. Non, il y a eu une espèce de supra-intuition, puisque nous allons bientôt fêter nos 20 ans ensemble. Et en fait, tout comme Delphine m'avait choisi à l'époque, moi, je sais que c'est moi qui l'ai choisi, ce garçon. Et raconte-moi cette soirée, il y a son beau-frère qui est là, donc comment ça se passe? C'est un peu exubérant, c'est une soirée où il y a 1000 personnes, c'est le dimanche après-midi, c'est une boîte à Montparnasse. C'est une boîte gay? Alors, ça s'appelle le Getty Dance. Ça a l'avantage d'être ouvert le dimanche après-midi, et c'est assez malin parce que c'est 17h, minuit. Sauf que tu arrives là à 9h du soir, c'est ambiance 3h du mat, quoi. Les gens sont sur les podiums, tout le monde est bien high, ça s'amuse bien. Moi, j'aimais bien ces ambiances. Et là, pour le coup, je ne m'en cachais pas auprès de Delphine. Moi, j'ai toujours aimé faire la fête avec les gays parce que je trouve ça souvent moins bête que chez les hétéros, quitte à ce qu'il y ait un peu plus de drogue et un peu moins d'alcool, pardon, mais c'est la vraie vérité. Il n'y a pas de mensonge d'État à sortir dans cet endroit-là. Sauf que, bon, c'est créer quand même les conditions qui sont peut-être un peu délicates. Et ouais. Vous allez vous embrasser avec Sam ce soir-là? En fait, ça s'est passé assez vite et très naturellement. C'est-à-dire c'est une rencontre d'âme. C'est-à-dire qu'il y a les gens que l'on rencontre et les gens que l'on reconnaît. Je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Ça dépasse tout entendement. Ça échappe à mon contrôle. Et quand bien même j'aurais voulu contrôler... Mais je ne sais pas comment on peut contrôler un tel torrent d'évidence. C'est un truc qui se joue sur l'âme, sur les enfants intérieurs. J'ai jamais autant regardé quelqu'un dans les yeux. Et évidemment qu'on s'embrasse, qu'on se prend dans les bras, on se reconnaît. On se reconnecte parce qu'on se reconnaît. Mon beau-frère me présente ce garçon, mais assez vite, la tragédie grecque se transforme en vaudeville parce que ça va être le jeu du chat et des 2 souris, parce que le jeu pendant la soirée va consister à échapper un peu à la surveillance et à la vigilance de mon beau-frère, qui voit bien qu'il se passe un truc, qu'il y a une attraction des corps et des cœurs. Ça, il ne le sait sans doute pas encore. Et voilà, pense-t-il sans doute que l'incident va se circonscrire à cette seule soirée, que voilà, on est entre beaux-frères et il est mon alibi, et voilà. Il n'y voit pas le mal, pas encore, parce que sans le savoir, on est à l'aune d'une histoire incroyable, quoi. Et donc toute la soirée, on se cache, on s'abrite comme on peut pour s'embrasser fougueusement, et on ne peut plus s'arrêter. C'est un truc de fou. On a changé de boîte, notre beau-frère nous a suivis, enfin mon beau-frère, et là, rebelote. Et ça a été une nuit complètement magique, où on est vraiment... on est connectés l'un à l'autre, et jusqu'au petit matin, quoi. Où on a fini par échapper à la vigilance du pion. Et on est parti hilar, et Sam m'a ramené chez lui, ce qu'il ne faisait jamais. Et là, on a eu des moments fantastiques, très intenses, et très tendres, et très beaux. Enfin, tout était... Et pour moi, c'était hallucinant de vivre ça. Déjà, de vivre un tel coup de foudre, c'était fou. Mais avec un homme, mais jamais de la vie. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai été élevé dans l'idée que voilà, un homme, ça fonctionne avec une femme, et donc je ne comprenais pas qu'on puisse avoir du sentiment pour quelqu'un de son sexe, qu'on puisse être amoureux de quelqu'un de son sexe. Pour moi, c'était pas possible.
pourquoi pas se tenir la main dans la rue, quoi. Tu vois d'où je viens. Voilà, fils de préfet, bourgeois, machin, etc. Donc ça, c'est les injonctions parentales. Ça, c'est mon cadre d'éducation. Mais ce soir-là, tout explose. Tout explose. Il n'y a plus... voilà, je prends une voie, tu vois, parallèle et un énorme risque. Oui, tu finis la nuit avec Sam, mais il y a Delphine d'un côté qui est en vacances avec les enfants. Ouais. Tu culpabilises ou tu vis tellement un rêve que... C'est tellement fort. Je culpabilise pas tout de suite. Parce que je ne fais de mal à personne. Parce que je vis ça en toute discrétion. Et c'est tellement juste. Je sais pas comment te dire. C'est un rond dans un rond, quoi. C'est pas un rond dans un carré. Il y a un truc, il y a une intuition qui est incroyable. Et quand on se retrouve avec ce garçon, et personne d'autre n'est au courant, c'est magique. C'est magique. Je le décris dans mon livre. C'est des moments absolument incroyables et très justes. Mais ça n'a qu'un temps, tout ça. Et comment t'expliques qu'à 38 ans, t'aies ce déclic un peu qui arrive? Ça aurait pu arriver plus tôt ou c'est seulement que c'est Sam qui t'a déclenché ça en toi? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai choisi ce garçon pour m'exfiltrer d'un schéma qui n'était pas 100% juste pour moi. Alors, attention, quand on est père de famille, quand on a épousé une femme, quand on a fait des enfants, on est en responsabilité. Et j'ai essayé de le rester autant que je le pouvais. Mais quand on comprend qu'on est sur une route qui n'est pas la bonne, eh ben, il faut se servir de tout ce qu'on peut pour être enfin dans son axe et dans sa vérité. Quand je choisis ce garçon, ça va bien au-delà d'une histoire d'homosexualité. C'est une histoire de vérité. C'est-à-dire, est-ce que je me montre au monde tel que je suis? Est-ce que dans mon couple, dans ma famille, dans mon boulot, est-ce que je suis dans un rôle? Ou est-ce que je suis pleinement moi-même? Est-ce que je suis totalement dans mon authenticité? Celle qui ne trahit pas l'enfant que tu étais. Et tu penses que là, ce soir-là, t'as enfin rencontré ta vérité? Je pense qu'il y a quelque chose qui me dépasse complètement, qui dépasse tout entendement, toute raison. Et je comprends très bien qu'on puisse me reprocher tout. Il n'y a pas de problème. Je raconte simplement ce que moi j'ai vécu. Parce que cette rencontre, elle arrive dans un cadre où Delphine et toi, enfin, la vie de famille est parfaite. Tout va bien. Cette rencontre, elle arrive dans un cadre. C'est parfaitement, c'est ça. Tout est bien cadré. T'es amoureux? Tout est cadre. Oui, je m'entends très bien avec Delphine. Bon, alors c'est vrai que les enfants ont changé la donne. Ça ne justifie en rien de l'adultère. C'est pas parce que tu as des enfants que tu dois aller tromper ta femme. J'ai même pas la sensation de tromper ma femme, en fait. Je vais dire un truc qui est fou, c'est comment dirais-je, tromper sa femme, c'était aller voir une autre femme. C'est-à-dire d'aller chercher chez une autre ce que je n'avais plus avec elle ou ce que je ne trouvais plus chez elle. Là, en choisissant un mec, ça se joue tellement ailleurs. Il y a quelque chose, probablement, certainement, je le sais même, que je dois aller réparer avec un homme qui ne concerne pas ma femme et pour lequel elle n'est ni responsable, ni en situation de m'aider. C'est dans cette espèce d'équilibre invraisemblable qu'elle va avoir une proposition exceptionnelle d'amour, quoi. Et en fait, avec Sam, ça va être bien plus qu'une histoire d'un soir. Vous allez vous revoir pendant plusieurs mois, et ça dans le secret le plus total. Pendant 4 mois, je vis dans la clandestinité. C'est-à-dire que j'ai même pas vraiment à organiser beaucoup de mensonges. Je dis que je vais à Paris dormir parce que j'ai un casting tôt le soir. Je passe beaucoup de castings à l'époque, je suis comédien. Et c'est ce que je faisais jusque-là. Et je dors officiellement dans l'appartement qu'ont mes parents à Paris, où ils n'habitent pas, et où je vais défaire le lit où je ne dors pas, pour brouiller les pistes. Parce que tu vas voir Sam. Parce que je vais rejoindre Sam, qui a un petit appartement à Asnières, et je te jure, quand je vais le rejoindre, mes mains, c'est comme ça sur le volant. Le cœur est à 130 battements de minute. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort, ce qui se joue là, c'est un tel coup de foudre que ça s'empare de moi et que ça me dépasse, en fait. Tu trembles pas parce que tu as peur que Delphine la prenne? Pas du tout, je tremble parce que je suis transi d'amour, transi de bonheur. Et je monte les escaliers, c'est comme si j'allais retrouver un ange, quoi. Et lui aussi, il ressent ça?
Bah, je le crois. Faudra lui demander. Du coup, pendant 4 mois, Pendant 4 mois, c'est fou, on se retrouve, et il plonge l'appartement dans la pénombre, comme je le préviens toujours un quart d'heure avant d'arriver, donc il allume 50 bougies, et on passe un temps dans les bras l'un de l'autre, mais juste dans les bras, juste sentir la vibration de l'autre, être en cœur à cœur. Et moi, je pleure parce que je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Ce qui s'est passé avec Delphine, c'est construit sur le temps. C'est un amour qui aujourd'hui s'incarne dans la parentalité. C'est elle qui me choisit à l'époque où moi je suis très mal dans ma peau, je pense pas pouvoir plaire à une fille, et elle m'agresse avec ses sentiments. Alors qu'avec lui, c'est une telle évidence, c'est tout à coup, on est dans un truc fou, quoi. Et pendant 4 mois, tout ça, ça se passe à peu près bien. Tu culpabilises pas, toi, avant de revenir à ça? Si, bien sûr. Pendant ces 4 mois, ça doit être dur quand même. Elle a aucun doute de Delphine? Je sais pas du tout ce qui va se passer, quoi. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué, là? C'est quoi cette histoire? Mais de toute façon, ma vie, depuis que je suis né, j'ai toujours pris des tangentes. Ça n'a jamais été comme tout le monde. J'étais un enfant très à part, et je crois que je suis resté je suis un adulte très à part. Je peux jamais faire comme tout le monde. Alors, j'en fais pas une posture, attention, hein, ça ne justifie rien. Mais c'est vrai que au bout de quelques semaines, même si ce que je vis avec Sam est fantastique et très juste, évidemment, se pose la question de la responsabilité, de la fidélité et de qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je vais tout faire exploser en vol, je peux pas faire ça. Lui, il est au courant de tout, Sam? Sam est au courant de tout. Et moi, non seulement je prends conscience des choses, mais mon corps exprime aussi les choses. Je perds 6 kilos. Mon corps s'en mêle, tu vois. Pendant quelques semaines, je vis un rêve qui prend tellement de place énergétiquement, vibratoirement, c'est tellement fort que plus rien d'autre n'existe. Soyons très clairs, c'est pas de l'égoïsme, non, c'est juste qu'il n'y a plus rien qui ne peut exister. J'arrive chez ce mec, je suis comme une princesse amoureuse, je repars et je me dis, mais quelle rencontre, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc je suis sur la sidération de ce sentiment tellement puissant et qui s'incarne aussi dans des moments très forts, intimement. Je savais même pas qu'on pouvait vivre ça entre 2 garçons, pardon. C'est des plaisirs fous. Et t'arrives bien à le cacher à Delphine? J'arrive à le cacher, plus ou moins. Et c'est vrai que au bout de quelques semaines, se confirme ce qu'on devrait tous se rappeler souvent, c'est que le mensonge est un ennemi mortel d'un couple, d'une relation d'amitié, de tout lien, quel qu'il soit. Le mensonge, c'est une gangrène, c'est horrible. Et moi, je n'en peux plus de mentir à cette femme que j'aime. Je perds 6 kilos en quelques semaines, en 2 semaines. Enfin, c'est-à-dire, à un moment, il y a quelque chose qui ne va plus. Cet amour est tellement beau que c'est pas possible de ne pas le crier au monde, quoi. Mais c'est vrai que plus les jours passent, plus je sens qu'à un moment... Ça va se télescoper, l'histoire, là. Je suis quand même marié, père de famille, je suis en responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? J'en peux plus de mentir à ma femme. Et là, dans un acte complètement indécent, complètement fou, mais qui montre aussi à quel point j'étais totalement inconscient à ce moment-là. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, je confirme. C'est une telle insouciance, une telle inconscience. Je suis tellement fou de ce garçon que je vais commettre un truc terrible, qui est une outrance. Et c'est la seule chose que je regrette. S'il y a une chose que je pouvais refaire de toute cette histoire, c'est celle-là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai emmené Sam dans la maison de famille de ma femme. C'était un week-end entre potes, on était 12, c'était prévu depuis de très longue date, très naturellement. Je dis à Sam, mais tu viens. Évidemment, parce que ce garçon qui est déjà un amoureux est aussi, depuis 4 mois, mon meilleur ami. Et il est impensable de ne pas aller festoyer à Ibiza entre copains sans lui. Donc je commets, sinon l'irréparable, en tout cas quelque chose qui est très outrancier. On n'amène pas son amant dans la maison de sa femme. Non. Ça, c'est clair. Et je m'en suis beaucoup voulu. Mon beau-frère nous en a terriblement voulu. Est-ce qu'il était là, ton beau-frère? Mon beau-frère nous accueille dans la maison parce que lui, il habite sur l'île. C'est le moment où il commence à transformer cette maison de famille en un hôtel extraordinaire qui existe toujours aujourd'hui. Quand il voit Sam arriver... Alors quand il voit Sam, il se dit c'est le Sam qui était il y a 4 mois en boîte de nuit avec mon beau-frère. Bon, alors là,
Je sens que dans son regard, mais il se dit, il aurait quand même pas amené... Alors déjà, qu'il trompe ma sœur avec un mec, bon, mais il l'a quand même pas amené dans notre maison. Donc pour lui, c'est impensable. Mais sauf que c'est trop tard. L'amant est déjà dans les murs. Et en fait, c'est ce que j'explique dans mon livre. Ce que je suis venu chercher, c'est probablement de faire tout exploser. C'est de faire tomber ce mur de Berlin intérieur. C'est que ce garçon soit reconnu par cette belle famille de cœur que j'ai choisie autant qu'elle m'a adopté. Et c'est comme si de reconnaître Sam, c'était reconnaître la part de moi que ça a réveillée. Mais pendant ce week-end, vous vous cachez, j'imagine. Vous faites comme bah oui, on n'a aucun geste indécent dans la maison. On a été dans la nature, on s'est démerdé, quoi. Vous vous cachiez de vos frères? Ah bah oui, non, mais d'amener Sam, c'est déjà une chose, mais on n'a pas eu de comportement indécent dans la maison. Enfin, indécent, c'est-à-dire intime, on va dire. Chacun dans sa chambre, et on est là entre potes, et on fait la fête. Après, ce qui s'est passé dans les clubs, voir dans la nature environnante, reste là-bas. Et donc après, vous allez rentrer en France? Après, on rentre en France. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours passent. Alors, est-ce que c'est le petit retour de fête? Probablement que ça a joué. Tu sais, la petite sérotonine un peu en baisse quand tu t'es un peu amusé et que tu as pris quelques substances, on va dire. Mais il est certain qu'à un moment, je suis arrivé au bout de ce mensonge et que je ne peux plus continuer de cacher la vérité à ma femme. Et un matin, on est au mois de juin, il fait très beau déjà, très chaud. Ma femme s'est levée pour s'occuper un peu des enfants. Moi, je suis dans notre lit et je fonds en larmes. J'explose en sanglots. Et elle revient, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis, sans avoir rien préparé, rien prémédité, je dis « Ce qui m'arrive, c'est que je n'en peux plus de te mentir. Je suis désolé du mal que je vais te faire. Ça fait 4 mois que je suis tombé amoureux d'un homme. » Comme ça, de but en blanc? Comme ça. Ces 3 phrases-là. Tu vois, ça va faire 20 ans et j'en ai encore des frissons. Et ce qui se passe là dans mon corps, c'est terrible. Parce que d'infliger ça à un être humain, de manière générale, et en plus ta femme et la mère de tes enfants, c'est juste fou, quoi. Comment elle réagit? C'est fou. J'utilise souvent cette formule, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Le sol s'est dérobé sous elle. Elle est tombée par terre. Elle est tombée sous le choc. Et quand elle comprend, parce qu'elle me demande évidemment « C'est qui ?» Je dis « C'est Sam ». Elle comprend qu'il fait partie de la bande qui est allée à Ibiza. Donc, 2e déflagration. Mon mari me trompe avec un mec, et en plus, il l'a emmené dans ma maison. On n'a pas le mode d'emploi dans ces moments-là. C'est-à-dire que ma femme est à terre, elle est suffoquée de souffrance. Enfin, j'ai explosé sa vie, quoi. Et j'ai été saturé de culpabilité. On peut pas vivre bien ça. J'ai été saturé de culpabilité pendant des années et des années et des années. C'était un poids terrible. Moi, je vivais une très belle histoire, ok. Mais ce qu'elle a pris dans la gueule, par ma faute, ça ne devrait pas exister. On n'a pas le mode d'emploi. Et elle a été exceptionnelle. Elle a été exceptionnelle. Il y avait les enfants aussi. Il y avait les enfants, qui étaient très petits, qui avaient 6, 4 et 3 ans. Alors, ils sentent bien qu'il y a une crise, qu'il se passe quelque chose. Là, tout ça s'est passé très vite dans cette journée-là. Je les ai emmenés déjeuner. J'ai eu un coup de fil de mes parents, c'est-à-dire que j'ai compris que le téléphone arabe, elle commençait à se mettre en route, qu'elle prévenait tout le monde. Mais tout était tellement justifié par son immense douleur. Tout était OK, je veux dire. Elle peut prévenir la terre entière et les journaux... Je comprends. Mes parents pensent que je suis malade. Mon père pense que je suis dépressif, que je suis drogué, que c'est lié à mon milieu, le show business, hein, les comédiens. On sait bien que bon, beaucoup d'homos, beaucoup de drogue. Voilà, ce sont les mots de mon père, qui ne me parlera plus pendant quelques mois. Non, enfin, parce qu'il était sidéré par la situation, parce qu'il avait déjà un grand âge, plus de 80 ans, et il ne savait pas. Je pense que c'était une colère froide, c'était une colère de quelqu'un qui ne comprend pas. Alors évidemment, dans ce genre de situation, tout ton entourage réagit en te parlant beaucoup d'eux. C'est-à-dire, tout le monde y va de son conseil.
Pour ce qui est de ma femme, c'est de divorcer de cet affreux péché. Ce qu'il fait est abject. Ce qu'il fait est lamentable. Tu ne peux pas rester avec un homme comme ça. Là, moi, je coupe le téléphone. J'ai déclenché un tsunami. Un tsunami. C'est un séisme. Ça sonne dans tous les sens, des messages. Et là, j'ai droit à tout. J'ai un de mes frères plutôt bienveillant, un peu sympa, qui me dit que j'ai pas soigné le plan de com, ce qui est un bel euphémisme. Et les autres, les gens sont sidérés. Et beaucoup pensent évidemment à ma femme et mes enfants, en premier lieu. On évoque ma sortie de route, enfin voilà. Mes parents, ça s'est fait en plusieurs temps. Quelques jours après cette funeste révélation, un moment ubuesque avec eux, en face d'eux, où j'ai été, à 37 ans, faire mon coming out en présence de ma femme, qui avait insisté pour être là, donc qui voulait entendre son mari raconter ce qu'il avait fait devant ses parents. Et là, la situation est dingue, quoi. Donc pendant quelques minutes, voilà, sans détail, mais je raconte que voilà, je suis tombé amoureux d'un garçon, que je suis désolé du mal que je fais, de la trahison, que je veux continuer de respecter au maximum Delphine et mes enfants et trouver le bon équilibre entre liberté et responsabilité. Enfin voilà, et que je suis vraiment désolé de leur exploser le cœur à tous et d'être si décevant. Ma mère m'a demandé si je voulais aller voir un prêtre. Donc peut-être pour m'exorciser, je ne sais pas. Et puis ensuite, elle a fait un lapsus absolument exceptionnel, en bonne mère chrétienne qu'elle a essayé d'incarner, en me disant « Mais ne t'inquiète pas, mon chéri, nous t'accueillerons toujours à bras raccourcis. » Oui, à bras ouverts. Tu l'as l'image, hein, à la place des bras ouverts, ce qui est toujours mieux que des bras hostiles. Mais je me suis dit ce soir-là, dans cette situation terrifiante, terrible, où je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, où je fais un mal de chien à la femme que j'aime, enfin c'est fou, je déçois tellement mes parents. Il y a eu cette glissade de ma mère, et il y a une petite ampoule qui s'est allumée en disant un jour il faudra peut-être que j'écrive sur tout ça. Parce que c'est dans ces moments-là, dans ces situations terribles, qu'il peut y avoir de l'humour salvateur. C'est une phrase de Samuel Beckett que j'adore, qui dit « Face au pire, jusqu'au rire. Face au pire, jusqu'au rire. » Si on arrive à rire un petit peu de ce qui nous fait souffrir, on est déjà sorti à moitié d'affaire. Et t'avais peur d'être rejeté à ce moment-là par tes parents? Terrible, terrible. C'était un rejet social aussi. C'est-à-dire tout à coup, j'étais sorti de la sphère hétéronormée. Tu vois, par rapport à mon éducation, à tout ça, je devenais un hooligan, quoi, un hors-la-loi. J'étais hors catalogue, hors radar. Mes parents sont sidérés, ils sont tellement déçus. Ils peuvent pas y croire. Mon père appelait notre maison à la campagne avec Delphine et les enfants la maison du bonheur. Donc quand son dernier fils vient annoncer qu'il a rencontré un mec, c'est surréaliste. Dans ma famille, c'est un tsunami. Et quand tu as tout avoué à Delphine, est-ce que tu as pensé à un moment qu'elle accepterait cette idée? Moi, je me suis dit, je vais me faire dévorer, je vais me faire... on va divorcer, ça va être l'enfer. Sincèrement, on avait une vie heureuse. On était bien ensemble. Je vis les choses heure par heure, c'est-à-dire je navigue à vue. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangé. Là, j'ai le cœur qui bat en permanence, j'ai le trac, je suis saturé de culpabilité vis-à-vis de ma femme, qui a été exceptionnelle dès le départ. C'est-à-dire qu'au début, elle m'a dit de partir. Évidemment, j'ai obtempéré à tout ce qu'elle voulait. Et puis de revenir pour les enfants dès le lendemain. Pour les enfants, a-t-elle précisé. Et là, j'ai pu revoir, 24 heures après, Delphine, qui n'avait pas mangé, qui n'avait pas dormi. Et là, t'es pas fier. Hein. Là, t'es vraiment pas fier. Hein. Et je me suis posé la question, je me dis, est-ce qu'on peut mourir de chagrin? Est-ce qu'on peut mourir de chagrin? Parce que c'est fou ce qu'elle a traversé là. Et d'autres femmes m'auraient foutu à la porte, mais direct, elles m'auraient cloué au pilori, jeté des cailloux. Et elle n'a écouté que son cœur. C'est-à-dire qu'elle a entendu tous les conseils de tout le monde, et elle n'a écouté que son cœur. Est-ce que j'aime encore ce salaud qui me fait souffrir? La réponse est oui. Ce n'est pas lui que je déteste, c'est ce qu'il a fait. C'est le mensonge, c'est la trahison. Un mois, jour pour jour. Moi, je suis parti me réfugier dans la maison d'un copain dans le sud. Elle est partie à Ibiza, dans la fameuse maison, avec les enfants.
Donc on est chacun de notre côté pour respirer un peu après ce cataclysme. Les enfants sont pas au courant? Les enfants savent qu'il y a une crise entre papa et maman, ils savent que ça n'est pas de leur faute et que c'est des histoires plutôt entre grandes personnes et on essaie au maximum de les préserver. Ma femme a été exceptionnelle aussi, c'est qu'elle s'est jamais servie des enfants dans toute cette situation comme otage. Et un mois après, du coup, elle va t'appeler, elle va te faire une proposition. Un mois après, Delphine me fait une impensable proposition. Ce sont ses mots. Elle me dit « Je ne suis pas prête à te quitter. Je ne veux pas te quitter. Je voudrais qu'on essaie de réinventer notre relation. Et je suis prête à accepter ton attachement à ce garçon. » Ça, c'est de l'amour. Donc, si tu veux, là, ce jour-là, c'est au-delà d'une claque. C'est d'abord, je pense que je suis hyper mal à l'aise. Je me dis, elle fait ça par dépit. C'est une grosse angoisse d'abandon. Elle est prête à un truc inconcevable. Donc, je suis très, très mal à l'aise. Et ma peur ne fait que se renforcer, d'ailleurs. Et elle va, avec une conviction exceptionnelle, me parler avec cœur. Et elle n'est que là-dedans. Elle a oublié la colère, la haine, tout ça, elle laisse ça aux autres, au jugement, les gens qui savent toujours mieux que vous. Voilà. Et elle est dans son cœur. Elle dit, je l'aime encore, je ne veux redonner une chance à notre couple. Ce qu'elle va faire pour moi ce jour-là, c'est... Pardon. C'est de l'amour divin, en fait. C'est de l'amour sans condition. Et c'est, tu n'es pas ma propriété. Je comprends que tu as eu besoin certainement d'aller réparer un truc lié à ton enfance avec un homme. Ça ne me regarde pas, je ne veux pas en entendre parler. En revanche, nous, on a encore peut-être quelque chose à partager. On nous donnait 2 semaines, ça a duré 3 ans et demi. Comment tu concilies cette vie-là, du coup? Oh ben alors, à la lumière de la vérité, la double vie, c'est très simple. C'est comme une garde alternée. C'est-à-dire que moi, je passais de femme et enfant à la campagne mercredi week-end à 24-48 heures, le reste du temps, à Paris avec Sam. Et là, se met en place ça. Alors évidemment, il y a des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'à un moment, on va même écrire noir sur blanc avec Delphine une charte. Ça va devenir notre pacte d'honneur. C'est surtout moi qui m'engage à respecter les jours, les horaires, des comportements décents, pas de téléphone, tu vois, en présence des enfants, pas de message nanana sur l'ordinateur familial, etc. Enfin, tu sais, redéfinir une liberté pour mieux la sécuriser finalement. Et bien nous en prend parce que pendant 2 ans, ces règles entre nous, y compris quand on s'engueule devant les enfants, où on se donne un mot pour s'isoler, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre une situation aussi insolite que la nôtre pour le faire, finalement, parce que ça nous a vraiment rendu service plusieurs fois. Moi, j'ai une gratitude pour ma femme, mais absolue. C'est-à-dire, enfin, quelle femme peut accepter ça? C'est clair. C'est fou, j'ai conscience de ça. Donc j'ai une reconnaissance, une gratitude absolue. Je l'aime plus et mieux que jamais. Et comment ça se passe, la double vie? Donc concrètement, 2 jours par semaine, t'es chez Sam. Le reste du temps, t'es avec Delphine et les enfants. Ouais. C'est 2 histoires dont je suis le dénominateur commun. Voilà. Et j'ai de l'amour pour les 2, de l'énergie pour les 2. Avec ma femme, ça se passe mieux que jamais sur tous les plans. On refait l'amour mieux que jamais. On part en voyage. Elle redevient ma femme. C'est vrai que c'est un statut qu'elle avait un peu perdu avec les enfants, si petits et en bas âge, et nombreux, où elle s'incarnait beaucoup dans son rôle de maman. Alors, je n'ai pas fait ça pour retrouver ma femme, mais ça a eu cette vertu-là. C'est-à-dire que les enfants, c'est une vraie révolution. Fantastique, mais tyrannique aussi parfois. Il faut savoir redevenir un couple. Bon, là, les conditions, même la situation a fait que, grâce à cette proposition d'un amour fou, on est redevenu un couple qui a plutôt très bien fonctionné pendant au moins 2 ans. Et pour toi, c'est la belle vie, en fait. T'as le luxe, t'as ta femme, ton amant. Pour moi, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Je ne me voyais pas du tout partir dans une vie avec Sam. Et je pense que si, avec une autre femme, s'il y avait eu un divorce à mes torts exclusifs, avec pertes et fracas, avec Sam, ça aurait explosé en vol, évidemment. Il aurait été responsable de tout, j'aurais été malheureux comme une pierre, ça aurait été ingérable. Et Sam était OK avec ça, avec la double vie? Sam a été exceptionnel dès le départ. En fait, j'étais entre 2 anges qui ne voulaient que mon bien et mon bonheur. C'était juste fou. Lui ne m'a jamais fait de chantage, a toujours parlé de ma femme et de mes enfants avant
avant ses propres désirs à lui. Et il a même été l'allié de Delphine sans qu'elle le sache, en m'invitant à retourner chez moi, dans ma famille, certains soirs où il sentait qu'elle avait besoin de moi, après un coup de fil un peu tendu, etc. Il s'est jamais mis en avant en essayant de profiter de la situation. Il a tout le temps essayé, au contraire, de nuancer la situation, de l'arrondir. Et même si tout le monde le pensait responsable de tout ça, c'était l'affreux amant, voilà, bah, il a été le plus fantastique artisan de l'apaisement et de cette troisième voie, qui a été la voie juste, parce que ça a donné du temps au temps. Comment l'entourage y réagit à cette double vie? Plutôt pas mal parce que je pense qu'une majorité de gens sentent que c'est juste ce qui se passe. C'est juste pour moi, c'est juste pour Delphine et c'est juste pour Sam et pour les enfants. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amour, donc ça se passe plutôt bien. Mes frères, mes sœurs, belles-sœurs, tout le monde soutient, accompagne comme il peut, voilà. Pour mes parents qui ont déjà un certain âge, mon père notamment, il y a eu quelques épisodes assez haut en couleur. Comme quoi? Notamment un jour où je suis à la faveur d'un moment où je suis seul avec lui, à table. Il me dit, écoute Laurent, j'ai fait des recherches dans ma famille, je suis remonté à 3 générations, je ne vois aucune trace d'homosexualité. Donc, cette maladie ne peut venir que du côté de ta mère. Quand t'as ton père qui te dit ça, tu te dis, mais il a bien conscience de ce qu'il vient de dire, c'est juste fou. Un peu plus tard, il y a eu une séquence folle, avec, voilà, à l'occasion d'une promenade avec mes 2 grands frères. Mon père est là, il n'arrive toujours pas à accepter la situation de cette double vie. Mes grands frères font un peu l'avocat... mon avocat en essayant de tempérer mon père, en disant mais écoute, regarde, papa, ça se passe plutôt pas mal, Delphine est ok, elle-même a accepté cette situation, donc ne t'énerve pas trop. Et là, mon père se retourne vers moi, se rapproche de moi, plante ses yeux dans les miens, et d'une voix presque chuchotée, où je comprends qu'il ne veut pas être entendu par mes 2 grands frères, qui sont à quelques mètres, il me dit dans les yeux, vous ne vous sodomisez pas quand même. Quand t'as ton père de 85 ans, te dit ça dans les yeux, là, c'est une sidération. J'aurais pu partir en fou rire, mais en même temps, je vois dans cette curiosité si malsaine de mon père, une cohorte d'hétéros obsédés par cette histoire-là. Mais c'est fou. J'en parle dans mon livre. Je pense que plutôt que de fantasmer, de projeter, ce serait mieux de pratiquer. Ça ferait des hétéros, non pas des homos, mais des meilleurs amants, et le problème pourrait se résoudre un petit peu, si tant est qu'il y a un problème. Mais mon père, c'était ça. C'était réduire 2 hommes qui s'aiment à ça. Et sans parler de l'expression « qui fait la femme ». Ça, c'est magnifique aussi. C'est bien pour les femmes, en plus. Enfin bon, no commentaire. J'ai compris un peu plus tard ce qui se passait dans la tête de mon père. C'est pas simple d'avoir son dernier fils qui vit ce que je vivais pour lui. Ce qui se passe quelques temps après, où on recommunique un petit peu, bon, il me dit sa déception, il me dit ses angoisses, voilà que je me méfie quand même de tous les dangers d'une double vie. Enfin, pour lui, c'est tellement pas dans ses valeurs et dans sa génération que voilà. J'essaie de calmer mon père, de dire, écoute papa, il n'y a pas mort d'homme. C'est ok, je comprends que ça soit très insolite, voilà, mais il y a beaucoup d'amour et de respect pour Delphine et les enfants. Il se trouve que j'ai fait une rencontre bouleversante avec ce garçon. Ce qui serait grave, c'est que ton fils reste dans le mensonge. Et là, mon père explose en sanglots. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et me dit en larmes, qu'est-ce que j'ai raté avec toi? Et là, dans un geste ne souffrant d'aucune hésitation, je prends mon père dans mes bras. Ça n'est jamais arrivé de toute notre vie. Et je lui dis, mais t'as rien raté, papa. T'as rien raté. Ce qui serait grave, c'est que je sois dans le mensonge. Mais si j'ai cette sensibilité au monde, bah tant mieux. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas se mentir. Et peu importe que tes enfants soient rouges, verts ou bleus, ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux dans leur couleur. En fait, ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que mon père, sa peur, c'était la réputation, le qu'en dira-t-on, ça c'est terrible. Et puis surtout, est-ce qu'il serait responsable de ça? Alors plutôt que de culpabiliser les gamins qui ont le courage fou de dire leurs différences, on devrait déculpabiliser les parents d'en être les responsables. C'est ce qui s'est passé ce jour-là avec mon père. Ça l'a soulagé. Je lui ai dit, mais non, papa, t'es responsable de rien. Peu importe si c'est pas le cas, c'était pas le moment pour en débattre. Moi, je voulais soulager mon père. Et ça a créé un apaisement. Et mon père, entre le début de cette histoire et la fin, et la façon dont il a accueilli Sam à un moment, c'est fou. C'est une histoire qui a fait une transformation
de personnages incroyables. Enfin, je devrais pas le dire, ça fait un peu scénariste, mais ça ferait une belle adaptation en même temps. Et avec Delphine, au bout d'un moment, la double vie, ça se passe très bien, mais après, ça va devenir un peu plus conflictuel. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Il y a eu des actes manqués. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se raconter une histoire, mais votre corps ou certaines choses parlent pour vous, notamment des actes manqués, des lapsus, des choses comme ça. Ça, un moment, c'est que l'inconscient est plus fort que votre simple volonté de vous raconter un truc. Ça se passe plutôt très bien pendant 2 ans. Et puis, j'ai le projet d'un voyage aux Seychelles avec Sam. Et allez savoir pourquoi, c'est là que démarre l'acte manqué. Je fais appel à la même agence de voyage que celle que je sollicite depuis des années pour ma femme et mes enfants, ma famille. Il se trouve que le voyagiste professionnel est gay. Et moi, je suis assez fier de lui raconter ma double vie, tu vois, comme une espèce d'appartenance communautaire. Tu vois, ouais, moi aussi, je connais un peu la vie avec un garçon, nanana. Et bien, ce garçon, il va faire un acte aussi, je dirais, manqué que militant, parce qu'il va nous tendre un miroir sans le savoir, même si tout ça est très inconscient. Hein, mais le projet de voyage pour Sam et moi aux Seychelles, il l'envoie à la campagne au nom de monsieur et madame. Il l'envoie pas chez Sam? Il l'envoie pas chez nous à Paris. On a un appartement avec Sam. Donc c'est ma femme qui ouvre la lettre. Donc, je ne sais pas si tu imagines le coup de poignard. C'est-à-dire le seul voyage auquel elle est invitée ce jour-là, c'est le monde des larmes. Et évidemment, quand je rentre, elle m'engueule, elle me dit « Mais comme c'est tellement déplacé, c'est tellement... Mais quelle outrance !» Moi, j'appelle le mec, je l'engueule comme du poisson pourri, mais le mal est fait. Et de ce jour-là, c'est le début de la fin. C'est la limite de la double vie. On est presque 3 ans après ma révélation. Donc on a quand même tenu ça. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Personne ne peut nous reprocher de l'avoir tenté. Je suis heureux qu'on ait pu le tenter. Ça a permis beaucoup de choses. Mais la jalousie était quand même là, même 2 ans après. Elle a compris que c'était pas... Elle a sans doute compris ce jour-là qu'elle ne me récupérerait pas à 100%, que c'était pas un caprice, que c'était pas juste l'envie de sortir des sentiers battus. Avec Sam, vous allez adopter un chien. Oui, on adopte un petit fox terrier et qui va devenir un talisman, un symbole incroyable parce que mes enfants adorent les chiens, ils ont toujours grandi avec des chiens, leur mère en a toujours eu. Et avec l'approbation évidemment de Delphine, j'emmène ce petit chien, qui est donc notre chien à Sam et moi, à la campagne et qui se fait copain avec les grands chiens de la campagne et qui se les met dans la poche. Et donc, c'est mon petit cheval de Troie pacifiste, en fait. C'est le premier contact qu'ils ont avec Sam, c'est son chien. C'est le chien de l'ami de papa à Paris. Ok, comment il s'appelle l'ami? Est-ce qu'on peut voir une photo? Je ne vais répondre qu'aux questions qu'ils me posent, au fil du temps qui passe. Mais évidemment qu'il y a des questions. Je suis absent de 2 à 3 nuits par semaine. Qu'est-ce qu'ils te disent? Où est-ce qu'il est papa? Et qu'est-ce qu'il fait à Paris? Et qui y voit, etc. Et alors, voilà. Et alors, le petit chien va venir un peu comme un trait d'union. Sauf que le chien va être aussi l'objet de péripéties absolument incroyables. Oui, il y a un moment, Delphine a un sacré contact avec le chien. On a décidé de divorcer en même temps. Un divorce à l'amiable, un divorce apaisé. Parce que c'était plus possible, la double vie. Parce qu'on était arrivé au bout de nos sentiments de mari et femme, parce que Delphine a été exceptionnelle. Je la remercierai jamais assez d'avoir fait cette proposition folle, envers et contre tout. Et c'est grâce à ça qu'on a pu aller au bout, de manière apaisée de notre relation, se rendre compte que voilà, on avait fait le tour, et redevenir les amis que nous avions été l'un pour l'autre avant notre mariage. En fait, on a donné du temps au temps. Ça, je pense, préserver aussi les enfants, même si ça n'enlève pas la douleur d'un divorce, même s'il est apaisé. Et 2 mois avant notre divorce officiel, nous sommes à 2 voitures. Delphine est devant avec les enfants. Je suis derrière. On rentre dans la propriété qui est encore la nôtre pour quelques semaines. Delphine doit partir avec ses chiens. Et moi, il y a la petite chienne de Sam et moi qui est là. Comme par hasard, les lumières du jardin ne s'allument pas. On est dans le noir complet quand on entend un hurlement animal terrible et on comprend qu'un chien est passé sous une voiture. Pas n'importe quel chien, le chien de Sam et moi. C'est une petite fox terrier qui s'appelle Foxy, et pas n'importe quelle voiture, parce que c'est la voiture de ma femme. Alors, on pourrait faire une thèse de psychanalyse, probablement, sur le symbole fou de ce chien écrasé par ma femme. Ma femme a toujours aimé les chiens, et je ne peux pas imaginer une seconde, même inconsciemment, qu'elle ait eu le secret désir de faire disparaître ce chien et son évident symbole. Je vais même plus loin, c'est que ce soir-là,
Cette chienne est sauvée par le vétérinaire. Elle s'en tire avec une fracture du bassin. Pendant une demi-heure, on a été dans l'attente. C'est Delphine qui l'a emmenée en urgence à la clinique vétérinaire. Moi, je suis resté avec les enfants qui étaient un peu en panique. Et moi, avec eux, en essayant de dissimuler un peu. La chienne n'est pas morte. Fracture du bassin. Elle va faire sa convalescence chez Delphine, qu'elle va se mettre dans la poche. Ça va permettre un premier contact entre Delphine et Sam. Qui l'eût cru ? Des deux adultes qui n'avaient absolument pas vocation à communiquer ensemble vont le faire ce soir-là parce que l'une a écrasé le chien de l'autre. Elle devait culpabiliser quand même. Elle culpabilisait totalement et Sam a été formidable, vraiment en essayant de la calmer, de l'apaiser. Ça a été le premier contact plutôt fort dans une situation évidemment un peu dramatique. Et je me dis parfois, il me plaît à penser que cette chienne s'est volontairement jetée sous les roues de cette voiture pour créer du lien entre deux humains qui n'avaient pas vocation à en avoir. Mais l'histoire est absolument incroyable. Et la petite chienne s'est tellement bien entendue avec Delphine que cette dernière nous la gardait quand on partait en vacances avec Sam après. Parce qu'après, du coup, là, vous divorcez officiellement avec Delphine. Là, on divorce. Je suis en larmes chez la juge, mais en larmes. Et je demande pardon, je redemande à nouveau pardon à Delphine. Il y a nos deux avocats qui sont là. La situation est assez incroyable. Et la juge comprend qu'il y a beaucoup d'amour encore. Enfin, elle dit, mais pourquoi vous divorcez en fait? Et là, je reprends mes esprits. Je suis tombé amoureux d'un homme. Oh. Alors tout va bien. Et elle se tourne vers Delphine. Elle dit, alors ne vous inquiétez pas, madame, vous ne le perdrez jamais. Et on est allé fêter notre divorce dans un restaurant de sushi après. Et même dans notre divorce, on n'a pas fait les choses comme tout le monde. Je vois aujourd'hui certains de mes amis qui ont des divorces à la Kalachnikov, hein, où tous les coups sont permis, où l'amour n'existe plus. On veut détruire l'autre. Bah, je suis l'exemple vivant qu'on peut faire autrement. On n'a pas besoin de rajouter de la colère et souvent beaucoup d'ego à ce qui est déjà très triste, une séparation. Et ça, c'était il y a 15 ans, 20 ans? Ça, c'était il y a 15 ans et on s'entend très bien avec Delphine aujourd'hui. Elle a retrouvé un amoureux il y a presque 10 ans. On a été fêter le diplôme de mon fils en Espagne ensemble il y a quelques semaines. Les 25 ans de notre fille aînée, ma fameuse Marie chérie, avec qui on vit cette aventure incroyable de Lolo le daron sur les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours avec Sam. On va fêter nos 20 ans. Et j'ai certains matins des larmes quand je me réveille à ses côtés. Des larmes de joie et de gratitude d'avoir rencontré une aussi belle personne. Je suis un peu ému parce que c'est une chance folle de vivre avec une personne que vous aimez autant. Je suis très fier de son chemin de vie. Il est médium et magnétiseur. C'est un guérisseur. D'ailleurs, je ne l'ai pas choisi par hasard, ce garçon, il y a 20 ans. Et moi, je suis dans une situation, dans une place dans le monde qui est juste et pour laquelle je suis aujourd'hui respecté et considéré. Et il n'y a plus d'histoire. Voilà. Et je sais que c'est glaçant ce que j'ai fait vivre à mon ex-femme, mais l'amour a été plus fort que la colère. C'est ça qu'il faut retenir. Son amour a été plus fort que sa colère et que sa souffrance, finalement. Et on a revécu des très, très beaux moments derrière. Et aujourd'hui, on reste des amis, on reste des parents. La plus belle preuve, la plus belle des récompenses pour moi, c'est la relation exceptionnelle que j'ai aujourd'hui avec mes 3 enfants, qui ont tous une vingtaine d'années, qui s'entendent à merveille avec Sam. Et c'est mes 3 enfants qui travaillent chacun à la promotion de mon livre qui raconte leur histoire. Alors qu'on pourrait penser qu'ils m'en veulent, qu'ils ne sont pas d'accord, que je ne peux pas avoir meilleur témoignage d'amour que ça dans cette histoire qui ne parle que d'amour. Oui, au final, tout est bien qui finit bien. Tout n'a pas été simple. Delphine, qui est et restera la femme de ma vie, respect absolu, elle n'a écouté que son cœur. Et je pense vraiment à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui m'écoutent, ne doutez pas de la puissance exceptionnelle du cœur. Elle est infinie, elle est tout le temps là. Moi, je pense que c'est une ressource qu'on devrait utiliser au maximum et dont on a bien besoin en ce moment. Et aujourd'hui, du coup, tu connais le nouveau copain de Delphine. Elle connaît Sam, On a fait des repas tous ensemble. Il manquait que la caméra de Claude Lelouch à l'occasion de certaines fêtes de Noël ou pour les enfants. C'est fantastique, T'as beaucoup de chance. C'est-à-dire, je suis l'exemple vivant qu'on peut changer de vie sans tout foutre en l'air. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une femme exceptionnelle et un compagnon remarquable. Et voilà, et toujours à la joie d'être
avec lui 20 ans après. Et tu fais des vidéos avec ta fille sur Instagram? Je fais des vidéos, oui. Alors, ça a démarré comme un gag entre une fille et son père. Papa, dès que je te filme, mes copains se marrent. Est-ce qu'on ferait pas un compte TikTok? C'était il y a 3 ans. On faisait 300 vues sur chaque vidéo. On était très contents. On a appelé ça Lolo le daron. Et puis un jour, il y a eu des buzz. Et on a fait des millions de vues. Et aujourd'hui, on a 111 000 TikTokers et presque 60 000 followers sur Instagram. Ça s'est fait très vite. Et je pense qu'il y a une très grande bienveillance sur ces vidéos parce que c'est vraiment la complicité entre un père et sa fille et des petites vidéos qui font du bien. Et je pense que ça aussi, ça participe à améliorer un peu le quotidien des gens, j'espère. On vous met tous les liens en description des réseaux sociaux et de ton livre sur Amazon, D'un cœur à l'autre. Mon livre s'appelle D'un cœur à l'autre. J'y ai passé beaucoup de temps. C'est un livre dont je suis très fier, qui raconte par le détail toute cette histoire et beaucoup d'anecdotes que j'ai pas eu le temps de raconter aujourd'hui. Évidemment, on raconte pas toutes ces années et 350 pages en une seule émission. Évidemment, c'est l'intérêt du livre. Et écoutez, je l'ai écrit avec mon cœur, j'espère qu'il touchera le vôtre. Et les premiers retours sont fantastiques. Vraiment, je suis je sais pourquoi je l'ai écrit. S'il peut inspirer et faire du bien aux gens, alors la mission est parfaitement accomplie. Oui, on vous met tout ça en description. Merci beaucoup, Laurent. Merci infiniment de votre invitation. J'étais très honoré, très touché de pouvoir témoigner aujourd'hui chez vous. Avec plaisir. Et on se dit à la prochaine, non? Avec grand plaisir. Nouvelles aventures. Merci beaucoup.